Là c'est plus facile. Ouais. En fait, après, pas la même couleur que l'eau. Donc c'est la 3e année qu'il est en bio de conversion, Michel. Et dès la première année, tu avais commencé les 500. En tout cas, la vigueur de la vigne, rien à dire. Ouais, ça va. C'est quand même une épaisseur de sol un peu différente aussi. Ouais, là on peut descendre à plus de 2 mètres avant de tomber sur un genre de tronc silicieux. Là en engrais vert, t'as semé quoi? Là, il y a févrole, pois, veste, avoine noire et un peu de blé. Je voulais la triticale, mais j'en ai pas trouvé quand j'ai fait ça. J'avais du blé en réserve. C'est des petites traces de réduction, non, de rouille. Ah ouais, c'est possible que... Quand tu as remis ta terre dessus, là, il y en avait une trace là, sur la moitié. Il y a des couleurs pas tout à fait... réduction. On va regarder les... On voit ici là au fond. Ouais. Ouais. Là, sur l'ensemble du profil, Ouais. on va regarder. Une assez rigide là, pour planter tes... Bon pour mettre tes... Ouais. Ça se détend pas ça? Très peu. Pas de masse. C'est-à-dire, les câbles sont bandés. Pas de tendeur. Des bonnes cuillères. Des bonnes cuillères. On voit bien les nodosités sur le poids là. 125 ans ça. Oui, Regardez là, ça c'est intéressant s'il vous plaît. Les légumineuses à grosses graines, en général ça fait des grosses nodosités et ça met de l'azote beaucoup plus rapidement que les trucs à petites graines. Là c'est magnifique. Là. C'est beau. Il y a un chapelet de... Puis là vous voyez au niveau structure, C'est sur un poids là. c'est un poids. Est-ce Le- qu'elles sont roses? Alors c'est le pois fourragé, hein, c'est pas le pois protéagineux. Et, il va rester plus petit le pois protéagineux. Et, alors que ça c'est une grimpante. Et il aura donc une biomasse plus faible. Et il y a également un système racinaire qui est moins puissant que si le pois fourragé. La févrole. C'est au bout de combien de temps? Au bout de 2 mois, ça commence à Ouais, même ça dépend des conditions, ça peut être même plus rapide. Hein. Au bout d'un mois, des fois tu peux avoir des... Là t'as un beau pivot. Finalement il est pas beaucoup plus joli que le pois. Mais... Il y a des moments, il y a des... selon le type de sol. Après le problème de la févrole, c'est pour faire ça fasse un beau pivot. C'est vraiment de la grosse graine, la févrole, il faudrait la semer plus profond. Ouais, mais après, voilà, comme disait Dominique ce matin, comme je vous le dis souvent, en agriculture, c'est toujours de rechercher les compromis, quoi. Donc, dans l'absolu, on ferait un semis plus profond pour la févrole, après un semis pour les céréales, après un semis pour les cultivars sur les cultivars. Économiquement, au bout d'un moment, on ne fait pas 3 semis pour faire des engrais verts, quoi. On en fait qu'un, on cherche un compromis. Je pense que l'agriculteur, c'est pas un agriculteur, il sait pas semer. Non, et puis même, t'as pas que ça à faire, quoi. Sauf si tu vends 150 € la bouteille, mais faire 3 passages de main d'œuvre, de gasoil pour semer 3 graines différentes. Ça c'est l'avoine alors, c'est ça? Ça fait 10 ans que t'es pas parti en vacances. Après les céréales, elles n'ont pas fait des bulbes. Ah, s'il y a des bulbes, c'est que c'est de la sauvage. Hein. C'est pas de l'avoine semée, ça. Ouais. L'avoine semée, elle fait pas de bulbe. Hein. Donc si vous avez un bulbe, c'est que c'est une avoine sauvage. Et oui, la céréale, elle n'a pas fait des racines Très facile. bien violentes. Ouais. Et puis pas... Elles sont plutôt mortes, elles ne sont pas trop bien reparties. T'as semé à quelle date? Tard. Après le 15 novembre. C'est 32 Tard. J'ai eu mon semoir tard et le temps que je le monte, j'ai pas réussi à passer. J'avais les graines et c'est le tard. Mais c'était sec quand on a fait. C'est sûr que c'est pas Un semoir autrichien. Alors la veste, normalement, va avoir un système racinaire très superficiel. Très dense et très superficiel. Théoriquement. Ouais. Comme quoi, on peut pas se fier à la biomasse aérienne non plus.
Des fois on peut avoir beaucoup de biomasse aérienne, pas beaucoup de racines, au contraire. C'est le mieux quand même. D'où l'intérêt, comme tu disais Eric, de mettre plusieurs Ben, espèces d'une même famille. Voilà, quoi. parce qu'après, des fois c'est vrai que selon les conditions météo, il y en a une ou l'autre. Puis moi j'aime bien la veste dans les sols sensibles à la battance, parce qu'elle a un système racinaire chevelu de surface. Et après si tu veux décompacter ou jouer sur la profondeur, bah là tu as un beau pivot. Voilà, ouais. C'est à chaque fois de jouer sur les associations pour une meilleure exploration du sol aussi. Le beau pivot, des fois, il arrive à faire un coup de... Ah non mais on est d'accord, ce qu'on a dit ce matin, c'est pas un marteau-piqueur. Mais... Sur le glacier. Ouais, La maigrelette. bon, la févrole. Alors l'avantage de la févrole, c'est aussi une des rares légumineuses qui pousse en jour court. Parce qu'il y a beaucoup de légumineuses qui sèment trop tard à l'automne, même s'il ne fait pas super froid, quand la durée du jour raccourcie, il y a plein de légumineuses qui ne font plus grand chose. Sauf la févrole. C'est les variétés d'automne et un peu des pois fourragers aussi. T'as des vestes d'hiver aussi. Alors, si c'est des févroles d'hiver, pas tant que ça. Il faut Non, si ça dépend le stade de la plante et à la profondeur à laquelle ça a été semé. Le sol il fait quand même pas 2 mètres quoi. Après il y a de la matière organique un peu stable aussi. Il a une meilleure porosité, mais ces fameux limons, leur problème c'est la sensibilité au tassement. Quand c'est des limons bruns, ils sont pas trop battants, mais ils sont quand même sensibles au tassement. Et ils peuvent être calcaires ou pas calcaires. Potion magique. Alors on dit une bêtise, il vaut mieux vérifier. Pas calcaire. Pas ici. Non. Limon non calcaire. Il faut choler. T'as déjà cholé ou pas? Jamais. Tu veux qu'on fasse un sur le rang enherbé à côté ou... On va regarder. Non, je voulais regarder un petit peu si on avait des trucs qu'on pouvait qualifier de grumeaux. C'est pas vraiment des grumeaux quand même. Peut-être. C'est moins anguleux. Oui, c'est moins onduleux, mais. C'est plus pâteux. On va essayer de se mettre pas loin de la surface. Oui, après, pour apprécier les grumeaux, c'est vrai qu'il vaut mieux que ça soit un peu plus sec. essuyé. Alors on n'a pas parlé du phosphore. Hein. Du phosphore. Ah, de phosphore. Bah après, les éléments minéraux, la plupart du temps, la roche-mère, surtout si c'est des matériaux très fins, c'est riche en pas mal de choses. Le problème, c'est d'être sûr que les plantes peuvent l'absorber. Et ce fameux phosphore, c'est un élément très peu soluble. Donc même si on amène du phosphore sous forme soluble, on dépasse très vite le plafond de solubilité, il recristallise. Donc le problème du phosphore, c'est pas souvent d'en amener, mais de faire travailler les microbes qui mettent le phosphore à disposition des racines. Voilà. Après, la limite des microbes, c'est que si votre sol est vraiment carencé naturellement en phosphore, il faut en rajouter. Faire bosser les microbes, ça ne marchera pas. Mais dans 80% des cas, il y a du phosphore, c'est pas la peine d'en acheter, mais de le rendre disponible. Parce que justement, quand on dit rajouter de la chaux, ça peut bloquer aussi le phosphore. Alors, si vous bloquez le phosphore avec du cholage, c'est que vous faites du surcholage. Parce que le cholage, tout à l'heure, on n'a pas insisté, mais dans tous les sols non calcaires, vous êtes condamné au cholage à vie, mais c'est du cholage d'entretien. Pas pour changer le pH, pas sous des formes trop solubles. Parce que tout le discours classique sur le cholage, c'est pour changer le pH du sol. Et donc on raisonne sur des produits action rapide avec des valeurs neutralisantes importantes, des solubilités carboniques importantes. Donc on cherche à changer le pH de la solution du sol. Et ça c'est une logique chimique, mais c'est pas du tout une logique biologique, agronomique pour le sol. Ce qu'il faut, c'est pas changer le pH, puis en plus le pH on ne change pas comme ça. Il faut neutraliser l'acide produit par les microbes.
Donc du coup, c'est mieux de mettre un carbonate grossier, pas soluble, avec très peu de valeur neutralisante, et c'est l'acide des microbes qui attaque le carbonate quand il travaille. Et le reste du temps, votre calcaire peu soluble, il ne se lessive pas, il ne fait pas de blocage d'éléments et tout ça. Et sinon, le phosphore, c'est très lié aux mycorhizes du sol. Ils ont une bonne facilité d'extraction du phosphore. Et dans les plantes, tu as la facélie et le sarrasin qui ont aussi des liens forts avec le phosphore. Oui, en chômage d'entretien, on reviendra sur les microbes après. Le chômage d'entretien, c'est neutraliser l'acide produit par les microbes. L'ordre de grandeur, c'est si on n'a pas de mesure précise, c'est 500 kg par hectare et par an de carbonate de calcium. 250, 300 unités CaO. Ça, c'est à peu près un chômage d'entretien. Vous êtes à peu près sûr de ne pas faire une connerie en faisant ça. Et donc, soit après, vous avez le choix entre du produit à action quand même rapide, ça peut être de la poudre, on traverse. Mais cette poudre, surtout dans les sols un peu filtrants, on peut pas être tranquille 5 ans avec de la poudre. Parce que si vous mettez 2 tonnes de poudre dans un sol filtrant, au premier hiver, ça fait le temps. Si vous trouvez que de la poudre, faut en mettre 500 kg tous les ans. Ouais, ça, en Dordogne, on a des carrières, donc trouver du calcaire grossier, c'est pas... Et sinon, si vous voulez faire passer ces limons qui se tassent, au lieu de passer tous les ans, vous passez une fois tous les 5 ans, et vous mettez plutôt du calcaire concassé, action filtre dessus. Les concassés de carrière, ça dépend des carrières, mais il faut demander entre du 0,4, du 0,5, du 0,6, tout entre 0 et 4, 5, 6 mm. Et ça se libère tranquillement sur 5 ans. Si vous trouvez de la craie, on peut aller jusqu'à 10 mm. Dans les calcaires concassés de carrière, départ carrière, ça vaut 10 € la tonne en vrac. Vous payez des transports, c'est 30 € la tonne chez vous. Et la poudre, c'est déjà plutôt 60 et 80 € la tonne. Et après, on peut trouver plus cher. Si vous êtes riche, on peut vous trouver des trucs à 800 € la tonne, il n'y a pas de problème. On a vu d'abord celui à 40 € la tonne. Parce que dessus, il y a une formule machin qui dit que. Bah, disons que la formule est secrète. 50 hecto-hectares. La formule est secrète, mais à 80%, c'est du calcaire concassé qu'ils achètent à la MEAC. Ouais. Donc ils achètent ça à la MEAC à 10 € la tonne, ils revendent ça à 500-600 € la tonne. Ouais, mais ils ont leur petite formule chimique. Alors il y a qui reste un peu assez secrète. 15-20% d'éléments secrets qui changent tout. Mais dans les 15%, il y a au moins 10% qui est du sulfate de potasse, qui vaut encore pas tout à fait les 600 € la tonne. Donc le reste, on achète du REV. Oui, mais le REV, ça n'a pas de prix. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ouais. On regarde le sol. Ça va bien, mais chez les paysans. On regarde à côté peut-être un peu. Alors vos limons, vous voyez, le limon, ça sèche tout de suite. Hein, ça sèche à une vitesse grand V. L'argile chez vous, c'est pas pareil. Et puis, dès que c'est sec, voilà. Ça, c'est typique des limons. En fait, si vous faites de la terre trop fine là-dedans, Des arces rotatives là-dedans, c'est un peu à proscrire, quoi. c'est sensible à la battance. Mais c'est des limons, c'est quand même un peu. Donc, par contre, vous avez un potentiel de fertilité. Vous pouvez faire du blé, du maïs, tout ce que vous voulez. À la taille Donc là, des fois, il faut mettre un peu d'herbe pour calmer la ligne, quoi. Pour faire que 150 hectos. Voilà. C'est pas bilan dessous. Hein. Pour être plus compacté. Ouais, c'est pas. Oui, c'est très bariolé. Le bariolage avec du fer, du blanc, de la matière organique. On a fait toutes les nuances de. Il Ravenel. Ravenel, ouais. Ouais, c'est bon. Dessous, il y aura des tassements de tracteur. Ça, c'est la vraie racine pivotante à 90 degrés. Voilà. Je me la viens. Oui, dans ce sens-là, c'est mieux, voilà. La racine de vigne. Ouais.
Il y a eu un arrachage. La même espèce, un coup j'ai elle fait des râpes, vu, un coup ouais. elle fait propre. Ouais, parce que ça a dû s'hybrider, se croiser. Non mais même dans le même terroir, un coup on a Ah ouais, bah c'est des râpes, possible. un coup on en a pas. Ah, là, on arrive dans la vraie. Là. Voilà. Elle est pas bleue, c'est déjà pas mal. Donc, finalement, quand on a les sols argileux profonds comme ça, on n'a pas tant de sol que ça parce que donc les racines ils y vont pas dans les argiles. Ben, ça dépend, des Ouais. fois. Celle-là, faudrait faire un plus gros trou, mais. Alors là, au fond, Une grosse racine. Bah là, vous pouvez faire le test que je vous ai dit hier. À mon avis, là, c'est bien argileux quand même. c'est argileux, là, ouais, ça. Toi, si tu fais ça, là, Putain, mais il y a des belles. tu sens que c'est, il faut forcer quoi. Après, ça casse. Toi, ça, c'est les limons, mais quand tu fais ça, là, tu sens qu'il y a de l'argile. T'arrives Ouais. même pas à écraser là. Ouais. Là, si on fait le test du boudin, à mon avis. C'est pas du bleu, mais ça sent un peu comme le bleu quand même. C'est du vert plutôt que du bleu, mais Ouais. ça commence à sentir un peu. Ça sent la marque. Ah oui, non. Petit labour. Et puis replantation après. Donc là, Tu vas voir la modération. motte, s'il te plaît. Christian. La motte. Comme ça. Je vais voir un peu les différentes structures bleues et tout. Il y a du bleu, du orange. Ouais. Ouais, bah, le dessous après. Ça, c'est d'anciennes racines. Ça. Cette racine qui ressort en arbre. Ouais, là, on voit bien aussi les traces. Mais il y en a de la vieille, ouais. Après, les anciennes racines, elles meurent plus ou moins vite des fois. Hein. Celle-là, la grosse, elle est vivante. Là. Là on est dans Encore vivante. Non, mais- ça s'appelle les argiles sauvages. Ça va. Non mais c'est vrai. Pourquoi sauvage? Elle est morte. Ouais. Que c'est pas l'argile domestique que t'achètes à la pharmacie, c'est l'argile sauvage. Oula. Je sais être travaillable. Ah d'accord, c'est ça, je jamais faire celle-là. Eh Voilà. Alors, C'est toujours du limono argileux. Et le problème de ces argiles, c'est que les particules les plus fines sont entraînées par l'eau. Et du coup, ça colmate toujours plus ou moins le fond, quoi. Et du coup, ça se réchauffe pas au printemps, c'est froid, imperméable, et les premiers problèmes, c'est le réchauffement puis mettre de l'air, quoi. Après, normalement, c'est pas calcaire, ouais. Il n'y a rien pour embêter. Ça ne fait pas de bulle. ouais, mais t'as pris l'eau là aussi, tu t'es trompé, tu ouais. fais un con. Il a pris l'eau. En fait, c'est du marc de Bergerac. Mais... Voilà, t'as tout vu. Alors, est-ce qu'on peut refaire le test tu sais, que t'as fait hier pour les cols, les Les mi-plus? grumeaux, ben... c'est qu'il faut déjà trouver des grumeaux. Après, le problème, c'est qu'il y a des moments, c'est quand même du... C'est le plus melon anguleux. Ouais, voilà. C'est du pseudo-drumeleux, mais pas forcément... voilà. Alors après, il y a des... En fait, il y a des trucs géométriques un petit peu arrondis sur les bords. Mais du coup, même dans le test à l'alcool, ça fausse un peu les choses, quoi. Par contre, t'as beaucoup de pieds que tu vas pouvoir rabattre à 2 yeux. Je le savais ça. Suite à la Ouais, formation avec t'as la bien retenu, télévision, c'est bon. Donc, docteur, Ben,
Alors, le côté jaune, ça c'est vraiment historique. Ça. Le côté jaune, c'est des oxydes de fer. Le côté jaune orangé, c'est des oxydes de fer plus ou moins hydratés. Alors, les oxydes de fer, il y en a toute une gamme, il y en a au moins une trentaine. Les couleurs, ça varie du jaune au rouge. Plus c'est rouge, c'est des oxydes de fer plutôt déshydratés. Le plus déshydraté et le plus rouge s'appelle l'hématite, tellement c'est rouge sang. Alors plus c'est rouge, plus ça veut dire que l'eau circule rapidement, plus c'est drainant. Et puis plus ça va vers le jaune, un des oxydes de fer le plus hydraté, ça s'appelle la goethite, ou la limonite aussi. Et à ce moment-là, plus c'est jaune, plus ça veut dire que l'eau circule lentement. Et là, on ne peut pas dire que ce soit de l'eau qui circule vite. Hein. Après le dessus... C'est entre les deux, entre jaune et rouge là ou... Ben après le jaune, il est un peu dilué ou grisé par les matières organiques, quoi. Mais quand on regarde l'argile plus du fond, ouais. Et ben elle est quand même oui, entre jaune et l'orange, quoi. C'est pas du rouge. On reprend un peu le fond. Ouais. C'est marbré un peu. C'est marbré blanc. Or, vous avez du blanc, parce que dans ces argiles, il y a quand même beaucoup de limon très fin. Et c'est là, si vous les regardez à la loupe, vous allez voir c'est plutôt des argiles granulométriques, mais la loupe c'est vraiment plus joli. Vous voyez bien les marbrures. C'est-à-dire c'est des argiles granulométriques qui sont surtout de la silice. Donc, quand elle est bien blanche. Après il y a des veines orangées. Les veines orangées en fait c'est du blanc avec du fer qui est parti dessus qui se redépose sur le blanc. Donc là on ne peut pas le faire. Mais le fer là il peut y avoir des granules de fer, mais la plupart du temps c'est du fer d'enrobage des grains blancs. Et puis après il y a des zones vraiment grises. C'est la matière organique qui se lessive et qui fait des marbrures gris, bleu, verdâtre. Qui est en anaérobie, quoi. Ben, en partie, après quand ça manque d'air, la matière organique qui va migrer en profondeur ou qui a été enterrée un peu trop profondément, pour se décomposer, elle consomme de l'oxygène. Et si le milieu manque d'oxygène, ça va faire de la réduction du fer ferrique en fer ferreux. Donc le fer ferrite, ça va entre le jaune et le rouge, et le fer ferreux, c'est plutôt entre le gris et le bleu. Et ça, on en met un petit peu plus sur le bas, justement. Ouais. Ça, je l'ai vu sur la plante de l'année dernière, là où, en faisant pareil, le test avec la bêche, on était plus sur des teintes un peu bleutées. Un peu bleutées, ouais. Ben, c'est possible, après, il peut y avoir plus d'eau, plus de matière organique. Puis là, il y a quand même une sacrée cuvette, là, mine de rien. Après, cela dit, la cuvette, elle peut être plus saine que la butte, parce que ces boulbens, c'est quand même plutôt des trucs de plateau. Et c'est des trucs de plateau piégés par les veines de calcaire de la Genève ou je sais pas quoi, là. Et donc, c'est des trucs de plateau imperméables. Et donc, pour drainer ça, c'est pas évident. Donc là, c'est chaulage avec du concassé. Ouais, ça vous pouvez mettre du calcaire concassé, il n'y a pas de souci. Et après la matière organique, le problème là-dedans c'est qu'il faut l'enterrer le moins possible pour qu'elle fasse le moins de réduction. Et puis après, il faut quand même essayer d'améliorer l'aération de l'ensemble, parce que c'est des sols qui sont un peu étanches. Ça veut dire beaucoup de travaux de sol avec des griffes justement pour aérer le plus souvent possible, quoi. Mais en théorie oui, en pratique c'est surtout aérer en bonnes conditions. Parce que les 3/4 du temps, tes griffes ça va faire du lissage comme un couteau dans le beurre. C'est les mêmes problèmes un peu que hier chez Laurent, là, sur certaines parcelles, c'est bâton, donc comme là en plus c'est en sol nu, dès qu'il va pleuvoir, ça va battre tout de suite. Donc après un orage, souvent tu auras intérêt à venir griffer, mais très superficiellement, juste pour casser la croûte de bâton. Par contre, comme disait Dominique,
faut donner le temps au sol, faut pas chercher à intervenir trop tôt après l'orage parce que sinon ce sera pas à essuyer et effectivement là tu feras du mauvais travail, tu feras du lissage et pas de l'aération. Donc là peut-être que l'intérêt aussi c'est de mettre des racines en place. Il faut essayer de planter en bonnes conditions, alors ça c'est Beaucoup plus compliqué. ouais, une année sur 15 ou... C'est un peu sportif. Après c'est là où il faut des porte-rêves qui supportent l'humidité pour que ça se passe pas trop mal. Par exemple. Ben le SO4 par exemple ou des trucs. Après ce qu'on fait des fois dans des bullben mais pas trop en vigne malheureusement, mais dans certaines bullben un peu plus du sud là pour planter des vergers, comme il y a des problèmes d'eau, ils façonnent des buttes avant de planter. Alors en verger c'est plus simple, mais en verger ils font des buttes de 1 mètre de haut quasiment et ils plantent le pommier dans la butte, quoi. À ce moment-là, une butte de presque 1 mètre de haut sur 2 mètres de large, ça vous fait de la terre où il n'y a pas d'eau. Bien, mais après l'entretien de la plante est un peu sportif. Mais le pommier il supporte pas l'eau, quoi. Donc ils arrivent à faire pousser du pommier dans ces conditions-là. On pourrait un peu... Alors, on se demande, parce que quand même la région de pommes c'est la Normandie. Là, tu vas vers du côté de Marmande, il y a un paquet de pommiers là, dans la vallée de la Garonne. Là. Et dans des sols dégueulasses des fois. D'autres choses à dire sur ce sol, Dominique? Donc le problème c'est que les buttes, il faut les faire avant plantation. Parce que sinon si tu peux enterrer le plant mais il n'est pas mieux. Et du coup travailler en bonnes conditions ça veut dire des fois peut-être c'est l'été ou après vendange certaines années où on peut décompacter, travailler en... Là c'est ce qui a été fait justement. C'était une année où comme on a fini un petit peu plus tôt, parce que les vendanges vicoureuses c'est quand même tard. Donc en général on arrive toujours à la période où il pleut. Et là cette année il y avait un peu plus de temps donc j'ai enfin réussi à passer en décompactant un peu plus profondément et quand c'était bien sec, quoi. Voilà. Parce que j'avais pas du tout réussi à faire avant. On ne pourra pas le faire tous les ans, mais les années où c'est faisable, tu mets de l'air comme ça en condition de travail sans que ça soit de la pâte à modeler. Après un peu pour les liquoreux c'est un peu comme un jurançon, il y a des moments pour un peu améliorer la structure, limiter la battance. On peut semer de l'avoine ou des autres trucs, mais en ce moment il faut les semer avant vendange. Parce que derrière les liquoreux, ça fait un peu trop tard dans la saison pour avoir du truc qui pousse bien. Tu peux, parce que Comme on on vendange mange à la main, manuellement. c'est pas un problème. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de passer sur les engrais verts que j'avais semés avant la vendange. Les engrais verts, ils se remettent très bien du effectivement de la machine. C'est pas un souci. Oui, et puis tournant le vin vert, c'est pas une récolte, donc même s'il est un peu abîmé. Voilà, chaulage. On peut aussi avoir de l'aluminium un peu dans ces sols-là. Chaulage, aération dès qu'on peut. Un peu de matière organique. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. L'engrais vert, tant qu'à faire. L'engrais vert, après, c'est l'implanter. C'est pareil, on va l'implanter plus ou moins bien. Et après, il faut pouvoir le détruire en bonnes conditions. Et Là, on peut supposer donc qu'il y a une acidification du sol de l'activité des micro-organismes, comme il n'y a pas de calcaire qui reste. bah, disons que c'est un sol déjà acide, parce que ces bullben, même si c'est en haute pente, c'est un peu des alluvions. C'est des alluvions déjà lessivées, acides, non calcaires. Donc au départ c'est acide, un peu lessivé, hydromorphe, et les microbes, s'ils bossent, ils vont remettre de l'acide. Mais là les conditions sont d'emblée... Ils sont eux-mêmes gênés par leur propre acidité ou... Ouais. C'est un autre problème. Il n'y a pas que le problème de l'acidité totale dans les vins. Ah ben oui, la plante elle fait comme le microbe, c'est que l'acide ça tue tout le monde, quoi. Donc la plante elle s'arrête de faire de l'acide si elle ne peut pas le neutraliser. C'est pour ça que si elle aussi elle ne peut pas pomper assez de calcium, elle s'arrête plutôt de faire de l'acidité totale. Et ça fait des vins qui manquent d'acidité en sol non calcaire. Mais si par exemple on constate qu'on n'a pas spécialement un problème d'acidité totale, est-ce qu'on va chauler que pour ça ou bah, tu vas chauler pour améliorer un peu la structure? Indirectement ça améliore la structure, ça rend le sol un peu plus facile à travailler. Après
plaine en culture annuelle, c'est le bazar. Du blé là-dedans, tu réussis une fois tous les 10 ans. Les cultures de printemps, type maïs, si on sème en bonne condition, ça peut faire du rendement. Après, ça ne sera pas sec. Et la vigne, elle va s'installer pas forcément très vite. Une fois qu'elle est bien installée, même si c'est un sol d'un point de vue pédologique pas terrible, tu peux faire du bon vin dans des sols pas terribles. De toute façon, la vigne, historiquement, on l'a plantée dans des endroits pas terribles. Hein. On la plantait pas dans les terres à vaches. En général, plutôt drainant, mais oui. pas partout. Dans endroits, j'ai déjà vu des sols pires que ça, et les mecs, ils te sortent des trucs super. Alors c'est rarement des rouges quand même, c'est plutôt des blancs. Et Du coup, avec le solage, si ça permet donc une meilleure vie microbienne dans une meilleure structure, on va avoir un sol quand même plus drainant, plus... un petit peu, ouais, moyen terme. La combinaison solage, apport organique, apport de griffage en bonne condition, à moyen terme, tu rends le sol quand même un peu plus facile à travailler, tu l'essuies un peu mieux, etc. Après, c'est là où, dans certains cas, on l'a vu en montant, là, il y a des fossés, sauf des fois les fossés ils sont pas assez creux ou pas placés au bon endroit. Dans le bas, tu as un fossé qui est sec, et puis du dessus du chemin, tu as une mouille, quoi. Le fossé est sec et tu as de l'eau, tu vas pas jusqu'au fossé. Donc on va faire un fossé du haut du chemin dans ce chemin. C'est là des fois, si la couche de boulbène, elle est, c'est variable, mais ça fait quelques mètres, quoi. C'est pas des trucs... Tout à l'heure, j'ai pas bien compris, dans les tournières, vous disiez de mettre des tranchées drainantes. Ouais. C'est-à-dire parce que là, par exemple, là des galets, on fait, là tu vas avoir toute l'eau qui vient du dessus, par exemple. Donc en haut de cette parcelle-là, tu fais une tranchée, c'est de l'eau ou sous-surface, on appelle de l'eau pelliculaire, ou je sais plus comment on l'appelle. Donc quand c'est humide l'hiver, tu fais une grosse tranchée, et tu vas voir le niveau où l'eau suinte. Qui est des fois à 30 cm. Quoi. Donc, il faut aller plus bas que le suintement de l'eau pour la canaliser. Alors, quand c'est bien lissé, à la limite tu pourrais faire que ça, où il y a des techniques qu'on appelle des chaussettes, là tu mets du bidime, tu mets du gros galet, tu rebouches et ça fait un effet de drain. Sinon au fond de ta grosse tranchée, tu mets un drain routier, c'est-à-dire un drain à fond plat, qui est percé en haut mais pas en bas. Et ce drain routier, c'est pas des rouleaux, c'est des bouts de 6 mètres là, à plat. Ces drains-là, ils ne se colmatent pas. Ils sont même un peu auto-nettoyants. Quand il y a de l'eau, ça les nettoie. Alors que le drain agricole, percé de partout et rond, les limons, ils vont aller dans le drain et boucher le drain. Donc tu mets du drain routier assez conséquent. Au-dessus, tu mets du gros galet qui contribue aussi au drainage. Et une fois que tu es à 20-30 cm du haut, tu remets de la terre. Pas du bidime, on met pas de bidime entre la terre et les galets. Sur des drains agricoles, ça vaut le coup, sur des drains routiers. Ou après, il y a des techniques qu'on appelle les chaussettes. Là, tu mets que du galet enrobé par du bidime. Ça existe aussi. Bon, autre chose. Plus on va limiter l'arrivée d'eau qui asphyxie le sol, mieux va se porter. Parce que là, c'est pas de la remontée d'eau, c'est de l'eau qui n'arrive pas à descendre. Et c'est de l'eau qui arrive surtout latéralement. Puis là, il y en a sur ça descend de très... T'as tout le bassin versant. Quand on est en bas de la parcelle là, il descend de là, parce que là on est pile poil dans le creux, ça ravine. Hein. Ça ravine carrément. Ouais. Là, il y a un sacré. Et il y a un beau fossé là au niveau des... des saules, des vignes. Voilà. Mais il n'arrive pas à tout prendre. Ouais. Et puis les fossés en travers le long des chemins, ils sont déjà un peu trop comblés. Le fossé ouvert, le problème c'est qu'il se recomble. Ouais. Et après quand le fond du fossé remonte, il perd son effet drainant. La tranchée drainante tu la rebouches, elle garde son côté drainant. Et une fois que tu as fait, là de-dessus tu fais une tranchée drainante tout le long et puis tu te repiques là où il y a les saules, mais peut-être que là il faut recalibrer un truc.